Vous vous posez une question depuis l'enfance, sans jamais vraiment l'avoir formulée clairement. Une question qui vous réveille à 3 heures du matin, qui vous traverse l'esprit pendant que vous attendez le bus, qui vous hante chaque fois que vous regardez quelqu'un dans les yeux. Cette question est simple, mais elle contient un abîme. Qu'est-ce qui vous rend conscient? Qu'est-ce qui sépare votre esprit d'une machine? Et si la réponse était que rien ne vous sépare vraiment, que vous êtes vous-même une machine extraordinairement complexe, programmée par des milliards d'années d'évolution? Alan Turing, un mathématicien britannique qui a changé le cours de l'histoire sans jamais chercher la gloire, s'est posé exactement cette question. Et sa réponse a été si radicale, si dérangeante, qu'elle a transformé notre compréhension de ce que signifie être humain. Pendant des siècles, nous avons cru que la conscience était quelque chose de magique, d'ineffable, quelque chose qui ne pouvait jamais être réduit à des règles ou à des calculs. Turing a osé dire « et si c'était faux ?» Et si la conscience n'était rien de plus que l'exécution d'un algorithme suffisamment complexe? Cette idée vous met mal à l'aise, n'est-ce pas? Elle devrait. Car si Turing a raison, alors tout ce que vous croyez être unique en vous, tout ce qui vous semble être le cœur même de votre humanité, pourrait être reproduit, simulé, ou pire encore, remplacé. Mais voici le paradoxe. En explorant cette possibilité terrifiante, Turing nous a donné les outils pour comprendre non pas comment nous pourrions être remplacés, mais comment nous pourrions enfin nous comprendre nous-mêmes. Ce que vous allez découvrir dans ce Roteiro n'est pas une simple histoire de technologie ou de mathématiques. C'est une exploration des frontières les plus profondes de la pensée humaine, une plongée dans les labyrinthes de la logique où Turing a marché seul, armé de rien d'autre que de son esprit extraordinaire et de sa capacité à poser les bonnes questions. Vous allez rencontrer des paradoxes qui défient l'intuition, des expériences de pensée qui vous forceront à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur vous-même, et des découvertes qui ont façonné le monde numérique dans lequel vous vivez maintenant. Préparez-vous à avoir l'esprit ébranlé. Vous croyez comprendre ce qu'est un ordinateur. Vous croyez savoir ce que signifie penser. Vous croyez que la conscience est quelque chose de mystérieux et d'inatteignable. Vous vous trompez sur tous les points. Et c'est précisément là que commence notre voyage. Pendant des millénaires, les philosophes ont débattu de la nature de l'esprit. Descartes a déclaré « je pense, donc je suis », comme si le simple acte de penser était la preuve ultime de l'existence. Mais qu'est-ce que penser vraiment? Est-ce manipuler des symboles selon des règles? Est-ce créer de nouvelles connexions entre des idées? Est-ce quelque chose de plus, quelque chose que les machines ne pourraient jamais faire? Ces questions ont hanté la philosophie occidentale pendant des siècles, mais elles sont restées largement théoriques, détachées de toute base mathématique ou scientifique. Puis est venu Alan Turing, et tout a changé. Turing n'a pas répondu à ces questions avec de la poésie ou de la métaphysique. Il les a attaquées avec la rigueur impitoyable des mathématiques. Il a demandé « Si nous pouvons définir précisément ce que signifie « calculer », pouvons-nous alors définir ce que signifie « penser » ? Et si penser n'est rien d'autre qu'une forme très complexe de calcul, alors une machine pourrait-elle penser? Ces questions semblent simples, mais elles cachent une profondeur vertigineuse, car en les posant, Turing a forcé l'humanité à confronter une vérité inconfortable. Peut-être que la conscience n'est pas magique, peut-être qu'elle est simplement le résultat de processus physiques et logiques suffisamment complexes. Peut-être que vous n'êtes pas si différent d'une machine après tout. Cette idée a provoqué une crise intellectuelle. Les scientifiques ont protesté. Les philosophes ont crié au blasphème. Les théologiens ont vu dans cette pensée une menace pour l'âme humaine. Mais Turing n'a pas cédé. Il a continué à explorer les implications de ses idées, à construire des expériences de pensée qui forçaient ses critiques à confronter leurs propres présupposés. Et c'est cette détermination, cette volonté de poser les questions les plus difficiles, même face à l'opposition, qui fait de Turing l'une des figures les plus importantes de l'histoire intellectuelle.
Pour comprendre comment Turing en est venu à ces conclusions révolutionnaires, nous devons remonter aux années 1930, une époque de crise profonde dans les fondements mêmes des mathématiques. À cette époque, les mathématiciens croyaient avoir construit un édifice logique parfait, un système dans lequel chaque vérité mathématique pouvait être prouvée à partir d'un ensemble d'axiomes fondamentaux. C'était le rêve de David Hilbert, l'un des plus grands mathématiciens de l'époque. Hilbert avait formulé ce qu'on appelait le problème de la décision, ou Entscheidungsproblem en allemand. La question était simple mais profonde. Existe-t-il une procédure mécanique, un algorithme, qui pourrait déterminer si n'importe quelle affirmation mathématique est vraie ou fausse? En d'autres termes, les mathématiques pouvaient-elles être complètement automatisées? Hilbert croyait que la réponse était oui. Il imaginait un jour où les mathématiciens pourraient simplement brancher une affirmation dans une machine, et la machine dirait « c'est vrai » ou « c'est faux ». Ce rêve était séduisant. Il promettait une fin à l'incertitude, une fin à la nécessité de la créativité mathématique. Tout pourrait être réduit à des règles mécaniques. Mais en 1931, Kurt Gödel a jeté une bombe intellectuelle. Il a prouvé que le rêve de Hilbert était impossible. Gödel a démontré qu'il existe des affirmations mathématiques qui sont vraies, mais qui ne peuvent pas être prouvées à partir des axiomes fondamentaux. En d'autres termes, les mathématiques sont incomplètes. Il y a toujours des vérités qui échappent à la formalisation. Cette découverte a choqué le monde mathématique. Si Gödel avait raison, alors le rêve de Hilbert d'une mathématique complètement automatisée était impossible. Mais la question restait, pourquoi? Qu'est-ce qui empêchait exactement l'automatisation complète des mathématiques? C'est à cette question que Turing a décidé de répondre. En 1936, à l'âge de seulement 24 ans, Turing a publié un article intitulé « Uncomputable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem ». Cet article contenait une idée qui allait révolutionner non seulement les mathématiques, mais aussi notre compréhension de la nature de la pensée elle-même. Turing a imaginé une machine hypothétique, ce qu'on appelle maintenant la machine de Turing. Cette machine était extraordinairement simple. Elle consistait en une bande infinie de papier divisée en carrés, chacun pouvant contenir un symbole. La machine avait une tête de lecture qui pouvait se déplacer le long de la bande, lire le symbole sur le carré actuel et effectuer une action basée sur ce symbole et sur son état interne. Les actions possibles étaient écrire un nouveau symbole, se déplacer à gauche ou à droite ou changer d'état. C'est tout, rien de plus. Mais voici le génie de Turing. Il a prouvé que cette machine simple, avec ses règles élémentaires, pouvait calculer n'importe quel nombre qui pouvait être calculé par n'importe quel autre processus. En d'autres termes, la machine de Turing était universelle. Elle pouvait faire tout ce que n'importe quel autre système de calcul pouvait faire. Cette découverte avait une implication profonde. Si vous pouviez définir précisément ce que signifie calculer, alors vous aviez défini les limites absolues de ce qui pouvait être calculé. Et Turing a utilisé cette découverte pour répondre à la question de Hilbert. Il a prouvé qu'il n'existe pas de procédure mécanique qui pourrait déterminer si n'importe quelle affirmation mathématique est vraie ou fausse. En d'autres termes, le problème de la décision n'a pas de solution. Les mathématiques ne peuvent pas être complètement automatisées. Mais pourquoi? Turing a découvert quelque chose appelé le problème de l'arrêt. Imaginez que vous ayez une machine de Turing qui exécute un programme. La question est, ce programme s'arrêtera-t-il un jour ou continuera-t-il indéfiniment? Turing a prouvé qu'il n'existe pas de procédure mécanique qui pourrait répondre à cette question pour tous les programmes possibles. En d'autres termes, il y a une limite fondamentale à ce que les machines peuvent faire. Il y a des questions qu'aucune machine ne peut répondre, peu importe sa puissance. Cette découverte était à la fois libératrice et terrifiante. Libératrice parce qu'elle montrait qu'il y avait quelque chose que les machines ne pouvaient pas faire. Terrifiante parce qu'elle montrait que cette limitation n'était pas due à une faiblesse de conception,
mais à une limite mathématique fondamentale. Vous ne pouviez pas construire une machine plus puissante qui pourrait résoudre le problème de l'arrêt. C'était impossible, point final. Mais Turing n'a pas arrêté là. Il a continué à explorer les implications de ses découvertes, et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes pour notre question sur la conscience. Parlons maintenant de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, car c'est ici que les idées abstraites de Turing ont rencontré la réalité brutale de l'histoire. En 1939, l'Allemagne nazie a lancé une machine de chiffrement appelée Enigma. Cette machine était extraordinairement complexe pour l'époque. Elle utilisait un système de rotor qui changeait la position chaque fois qu'une lettre était tapée, créant un chiffre différent pour chaque message. Les nazis croyaient que le code Enigma était inviolable. Ils avaient raison, en un sens. Aucune méthode traditionnelle de cassage de code ne pouvait le briser. Les combinaisons possibles étaient astronomiques. Avec 3 rotors, il y avait environ 17 576 positions possibles pour chaque rotor. Avec 4 rotors, ce nombre montait à 4,556 km/s. Avec 5 rotors, il y avait plus de 11 millions de combinaisons, et les nazis changeaient les paramètres de la machine tous les jours. Mais Turing a eu une idée. Il a réalisé que bien que le code soit complexe, il n'était pas aléatoire. Il suivait des règles. Et si vous pouviez définir ces règles avec précision, vous pouviez construire une machine pour les exploiter. Turing a conçu une machine appelée la bombe, basée sur des travaux antérieurs de mathématiciens polonais. La bombe était une machine électromécanique qui pouvait tester rapidement les différentes positions possibles des rotors d'Enigma. Elle pouvait effectuer environ 1200 tests par minute, ce qui était extraordinaire pour l'époque. Mais voici le point crucial, la bombe n'était pas une machine universelle. Elle était spécialisée pour casser Enigma. Elle ne pouvait rien faire d'autre. Cependant, elle incarnait un principe fondamental que Turing avait découvert. Vous pouviez construire une machine pour résoudre un problème spécifique en codifiant les règles du problème dans la structure physique de la machine. À Bletchley Park, le centre de cassage de code britannique, Turing et ses collègues ont construit plusieurs versions de la bombe. Ils ont cassé le code Enigma. Les historiens estiment que cette réussite a raccourci la Seconde Guerre mondiale d'environ 2 ans et a sauvé environ 14 millions de vies. 14 millions. C'est le nombre de personnes qui ont continué à vivre parce qu'un mathématicien avait eu l'idée de construire une machine pour exploiter les règles d'un système complexe. Mais Turing ne s'est pas arrêté là. Après la guerre, il a commencé à réfléchir à une question encore plus profonde. Si vous pouviez construire une machine pour casser un code, pouviez-vous construire une machine pour penser? Pouviez-vous construire une machine qui pourrait converser avec vous, qui pourrait répondre à vos questions, qui pourrait vous tromper en vous faisant croire qu'elle était humaine? C'est la question qui l'a obsédé pendant le reste de sa vie. Permettez-moi de vous poser une question personnelle. Si vous pouviez converser avec quelqu'un ou quelque chose sans savoir si c'était un humain ou une machine, comment sauriez-vous la différence? Qu'est-ce qui vous ferait croire que vous parliez à un vrai humain et non à une machine très sophistiquée? Pensez-y vraiment. Qu'est-ce qui vous convaincrait? Serait-ce la capacité à comprendre les blagues, la capacité à exprimer des émotions, la capacité à créer quelque chose de nouveau? Ou serait-ce simplement quelque chose d'ineffable, quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment définir mais que vous reconnaissez instinctivement? C'est exactement la question que Turing s'est posée. Et sa réponse a été révolutionnaire. En 1950, il a publié un article intitulé « Computing, Machinery and Intelligence ». Dans cet article, il a proposé ce qu'on appelle maintenant le test de Turing. Le test de Turing est une expérience de pensée simple mais profonde. Imaginez que vous êtes dans une pièce avec 2 portes. Derrière une porte se trouve un humain. Derrière l'autre se trouve une machine. Vous pouvez poser des questions à travers les portes et vous recevez des réponses écrites. Votre tâche est de déterminer laquelle est la machine et laquelle est l'humain. Si, après une période de temps raisonnable, vous ne pouvez pas faire la différence, alors, selon Turing, la machine doit être considérée comme pensante.
Elle doit être considérée comme intelligente. Elle doit être considérée comme consciente. Cela peut sembler simple, mais c'est profondément radical. Turing disait essentiellement « La conscience n'est pas quelque chose de mystérieux ou de magique. C'est simplement la capacité à simuler le comportement d'une créature consciente de manière convaincante. Si vous pouvez faire cela, alors vous êtes conscient. Ou du moins, il n'y a aucune raison logique de dire que vous ne l'êtes pas. » Cette idée a provoqué une tempête de protestations. Les philosophes ont dit que Turing confondait le comportement avec la conscience. Les théologiens ont dit qu'il niait l'âme. Les scientifiques ont dit que c'était une simplification excessive. Mais Turing avait un argument puissant. Il disait « Si vous insistez pour dire que la conscience est quelque chose de plus que le comportement, alors vous devez être capable de définir ce que c'est. Et si vous ne pouvez pas le définir, comment pouvez-vous être sûr que vous le possédez? Comment pouvez-vous être sûr que les autres humains le possèdent? Après tout, vous ne pouvez jamais vraiment accéder à l'expérience consciente d'une autre personne. Vous ne pouvez que observer son comportement et en déduire qu'elle est consciente. » Turing pointait du doigt vers un problème philosophique fondamental appelé le problème des autres esprits. Vous savez que vous êtes conscient, mais comment savez-vous que les autres humains sont conscients? Vous ne pouvez pas vraiment le savoir. Vous supposez simplement qu'ils le sont parce qu'ils se comportent comme vous. Ils parlent, ils réagissent, ils semblent avoir des pensées et des sentiments. Mais comment pouvez-vous être absolument certain qu'ils ne sont pas simplement des automates très sophistiqués, des machines programmées pour imiter le comportement humain? Vous ne pouvez pas. Et si vous ne pouvez pas, alors sur quelle base pouvez-vous refuser d'accorder le même statut à une machine qui se comporte exactement comme un humain? C'est l'argument de Turing. Et c'est un argument qui reste pertinent aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Maintenant, explorons les implications de ces idées pour notre compréhension de la conscience. Turing a proposé quelque chose de radical. La conscience pourrait être entièrement réductible à des processus computationnels. En d'autres termes, votre esprit pourrait être une machine, non pas une machine au sens métaphorique, mais une machine au sens littéral. Une machine qui exécute un algorithme. Cela semble absurde, n'est-ce pas? Votre conscience semble être quelque chose de plus que cela. Elle semble être quelque chose d'unique, d'ineffable, quelque chose qui ne peut pas être réduit à des règles ou à des calculs. Mais considérez ceci, votre cerveau est un système physique. Il est composé de neurones, de molécules, d'atomes. Tous ces éléments obéissent aux lois de la physique. Ils suivent des règles, ils ne font rien de magique, ils exécutent simplement les lois de la physique. Maintenant, si votre cerveau est un système physique qui suit les lois de la physique, et si les lois de la physique sont déterministes, alors votre cerveau est déterministe. Et si votre cerveau est déterministe, alors tout ce qu'il fait, y compris la génération de votre conscience, doit être le résultat de processus déterministes. Mais les processus déterministes peuvent être simulés par une machine. Une machine peut exécuter les mêmes calculs que votre cerveau. Et si une machine peut exécuter les mêmes calculs que votre cerveau, alors elle devrait générer la même conscience que votre cerveau. Ou du moins, il n'y a aucune raison logique de dire qu'elle ne le ferait pas. Cet argument est appelé le matérialisme computationnel. C'est l'idée que l'esprit est simplement un programme qui s'exécute sur le substrat physique du cerveau. Et si c'est vrai, alors en principe, vous pourriez transférer ce programme sur un autre substrat, comme un ordinateur, et la conscience continuerait. Vous seriez toujours vous-même, mais vous existeriez dans une machine. Cette idée est terrifiante pour beaucoup de gens. Elle semble nier tout ce qui est spécial ou unique à propos de l'humanité. Elle semble réduire la conscience à quelque chose de mécanique et de banal. Mais Turing voyait les choses différemment. Il voyait dans cette idée une opportunité. Si la conscience est computationnelle, alors nous pouvons l'étudier scientifiquement. Nous pouvons la comprendre. Nous pouvons peut-être même l'améliorer. Nous pouvons créer des machines qui sont conscientes, qui pensent, qui créent. Nous pouvons transcender les limitations de notre biologie,
Nous pouvons devenir quelque chose de plus que nous ne l'avons jamais été. Mais il y a un problème que Turing lui-même a découvert. Si la conscience est computationnelle, alors elle est soumise aux mêmes limitations que tout calcul. Elle est soumise au problème de l'arrêt. Il y a des questions qu'aucune machine consciente ne peut répondre, peu importe sa puissance. Il y a des limites fondamentales à ce que la conscience peut connaître. Et cela inclut la conscience de soi. Une machine consciente ne peut pas complètement se comprendre elle-même. Elle ne peut pas complètement modéliser son propre fonctionnement. Pourquoi? Parce que si elle pouvait, elle pourrait résoudre le problème de l'arrêt, ce qui est impossible. C'est un paradoxe fascinant. La conscience, si elle est computationnelle, est intrinsèquement limitée dans sa capacité à se comprendre elle-même. Vous ne pouvez jamais complètement vous comprendre vous-même. Il y a toujours quelque chose qui échappe à votre compréhension. Il y a toujours un niveau d'abstraction plus élevé que vous ne pouvez pas atteindre. C'est peut-être la raison pour laquelle la conscience semble si mystérieuse. C'est peut-être la raison pour laquelle vous ne pouvez jamais complètement expliquer votre propre conscience. Ce n'est pas parce que la conscience est magique, c'est parce qu'elle est soumise à des limitations mathématiques fondamentales. Maintenant, considérons comment ces idées s'appliquent à la technologie moderne. Nous vivons dans une époque où l'intelligence artificielle devient de plus en plus sophistiquée. Les systèmes d'IA peuvent maintenant converser avec vous de manière convaincante. Ils peuvent répondre à vos questions. Ils peuvent créer de l'art, de la musique, de la littérature. Ils peuvent même vous tromper en vous faisant croire que vous parlez à un humain. Nous sommes peut-être plus proches de passer le test de Turing que nous ne l'avons jamais été. Et si nous le passons, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie-t-il que les machines sont conscientes? Cela signifie-t-il qu'elles pensent vraiment? Ou cela signifie-t-il simplement que nous avons créé une très bonne simulation du comportement humain? Turing dirait que la distinction n'a pas d'importance. Si une machine peut se comporter exactement comme un humain, alors elle est, pour tous les intents et purposes, humaine. Elle pense, elle est consciente. Mais beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Ils disent que la conscience est quelque chose de plus que le comportement. Ils disent qu'il y a quelque chose de spécial à propos de la conscience biologique, quelque chose que les machines ne peuvent pas reproduire. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est spécial? Si vous ne pouvez pas le définir, comment pouvez-vous être sûr que c'est réel? Turing nous a laissés avec cette question troublante. Et c'est une question que nous devons continuer à nous poser alors que la technologie progresse. Considérez la cryptographie moderne. Elle repose entièrement sur les idées de Turing. Les systèmes de chiffrement modernes utilisent des algorithmes qui sont basés sur le concept de la machine de Turing. Ils exploitent les limitations mathématiques que Turing a découvertes. Par exemple, le chiffrement RSA repose sur le fait qu'il est facile de multiplier deux grands nombres premiers ensemble, mais extrêmement difficile de factoriser le résultat. Cette asymétrie est une conséquence directe des limitations que Turing a identifiées. En d'autres termes, votre sécurité en ligne dépend des découvertes de Turing sur les limites du calcul. Considérez également les algorithmes de recommandation qui vous suivent partout sur Internet. Netflix vous recommande des films. Amazon vous recommande des produits. Facebook vous recommande des amis. Tous ces systèmes utilisent des algorithmes sophistiqués pour prédire ce que vous allez aimer. Mais comment fonctionnent-ils? Vraiment? Ils exécutent des calculs sur des données massives. Ils cherchent des modèles. Ils font des prédictions basées sur ces modèles. En d'autres termes, ils font exactement ce que Turing a dit qu'une machine pouvait faire. Ils exécutent des algorithmes. Et ces algorithmes sont suffisamment sophistiqués pour prédire votre comportement avec une précision remarquable. Cela soulève une question troublante. Si une machine peut prédire votre comportement, est-ce que cela signifie que votre comportement est prévisible? Est-ce que cela signifie que vous n'avez pas de libre arbitre? Est-ce que cela signifie que vous êtes simplement une machine exécutant un algorithme? Turing ne répondrait pas directement à ces questions, mais il nous a donné les outils pour les explorer.
Et c'est peut-être son plus grand héritage. Non pas les machines qu'il a aidé à créer, mais les questions qu'il nous a forcés à nous poser.